Bonjour à tous, j'espère que tout va bien de votre côté. Si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de l'impressionnisme et je vais pas trop m'étaler dans l'introduction, alors on y va. Alors l'impressionnisme, c'est un courant artistique qui est apparu dans la seconde moitié du 19e siècle et c'est un mouvement qui va profondément rompre avec l'art classique qui est à ce moment-là l'art en place et on va faire un petit point là-dessus. Le classicisme, du coup, ça a été un mouvement artistique qui s'est développé au XVIIe siècle, notamment avec Louis XIV, qui était un mécène vraiment passionné. C'est un art qui est fondé généralement sur tout ce qui est équilibre, raison et à la recherche d'un idéal de beauté. Dans la peinture classique, les peintres privilégient le détail du dessin, les proportions, les perspectives, et vraiment cette recherche d'harmonie et de lignes claires. Les scènes représentées sont calmes, maîtrisées, les sujets sont considérés comme nobles, on a du coup pas mal de représentations mythologiques, historiques ou de religion, et des peintres comme Nicolas Poussin illustrent parfaitement ce mouvement par la rigueur et leur sens de l'équilibre. Ainsi, le classicisme valorise tout ce qui est maîtrise, raison, détail et des émotions contenues au profit de la raison. Et pour comprendre la révolution impressionniste, il faut comprendre le contexte dans lequel il naît. Au début du 19e siècle, la France est en pleine industrialisation. Les usines commencent à remplacer de plus en plus les anciennes manufactures. Des milliers de paysans quittent les campagnes pour se rendre dans la ville. Ils deviennent généralement ouvriers dans la sidérurgie ou dans le textile. Et c'est ça, du coup, le fameux exode rural. D'un autre côté, la machine à vapeur se développe, entraînant une exploitation massive du charbon, puisque dans la seconde moitié du 19e siècle, sous Napoléon III, le réseau ferroviaire va exploser. Les trains deviennent plus rapides, plus fiables et permettent de voyager plus loin, beaucoup plus facilement. Les routes maritimes vont aussi d'un côté exploser et cela va ancrer la France dans la mondialisation qui s'accélère de plus en plus. En quelques années, le nombre de voyageurs va être multiplié par 4 et le nombre de marchandises par 10. Et la transformation ne va pas s'arrêter là, puisque Napoléon III va lancer un énorme projet de modernisation des villes inspiré par les grandes métropoles anglaises qu'il a souvent vues lors de ses voyages. Et à Paris, il va confier cette mission à Georges Eugène Haussmann. Et c'est de là que va naître la fameuse architecture haussmannienne qu'on connaît tous, qu'on a presque déjà tous vue dans notre vie. D'autres villes suivent, comme Lyon avec Claude Marius Weiss. Et les villes changent alors complètement de visage, de larges boulevards remplacent les rues étroites, de grands bâtiments apparaissent, ainsi que des théâtres, des parcs, des jardins, comme de nouveaux lieux pour sociabiliser, flâner ou observer. L'hygiène va aussi beaucoup s'améliorer, on a le raccordement de l'eau potable dans les maisons, la création d'égouts et d'aération, qui va du coup faire franchement pas mal reculer les épidémies. Et on a aussi la création d'un nouveau système bancaire. Une classe bourgeoise se développe, les commerçants, les banquiers, les professions libérales qui ont désormais du coup du temps, de l'argent et qui vont pleinement profiter de cette nouvelle vie urbaine. En 1839, Louis Daguerre invente le daguerréotype et pour la première fois, il devient possible de capturer la réalité de manière précise et durable. Puis peu après, la photographie sur papier va apparaître. Et ces inventions vont causer énormément de questions pour les peintres, puisque si la réalité peut être reproduite mécaniquement, alors à quoi sert la peinture ? À cette époque-là, les peintres n'ont pas forcément une vie très facile, ils travaillent généralement en atelier, ils fabriquent eux-mêmes leurs couleurs à partir de pigments naturels, qui peuvent être végétaux, minéraux, animaux, qu'ils lient ensuite à de l'huile de lin. C'est un processus qui est assez long, technique et vraiment pas pratique. Les peintures se conservent mal, sèchent vite et sont difficiles à transporter. Et tout ça va changer en 1841 avec la création du tube métallique souple par John Goffey Rand. Les couleurs deviennent donc prêtes à l'emploi, faciles à transporter et on a la création industrielle de nouveaux pigments qui seront beaucoup plus vifs avec le jaune de chrome, vert émeraude et bleu cobalt notamment. Désormais, les peintres ont la possibilité de quitter leur atelier, d'aller observer la nature, de capturer l'instant et la lumière. Et ce seront des artistes comme Eugène Boudin qui vont y ouvrir la voie. Et les peintres dépendent de mécènes, de commandes. Et pour se faire connaître, se faire un réseau, il y a un événement central dans leur vie qui est le salon.
En effet, le salon de peinture et sculpture va jouer un rôle essentiel. Y être exposé permet de se faire connaître, de rencontrer des critiques et du coup d'obtenir des commandes. Et en 1863, tout va basculer. Il va y avoir une énorme révolte de la part des peintres, puisque cette année-là, le jury va refuser près de 3000 sur 5000 œuvres présentées. Certaines de Gustave Courbet, le pionnier du réalisme qui est mondialement adulé, vont aussi être refusées. Et Napoléon III va mettre en place un salon des ouvrages non admis pour contenter les peintres où les peintures refusées pourront y être exposées. C'est donc la naissance du salon des ouvrages non admis qui va très rapidement être appelé par les Français le salon des refusés. Parmi les œuvres exposées, on va trouver le Déjeuner sur l'herbe de Édouard Manet qui va provoquer un énorme tollé puisqu'une femme nue au corps non idéalisé en compagnie de deux hommes va énormément choquer les mœurs. C'est une peinture au coup de pinceau visible avec une perspective très étrange et Manet du coup va briser les conventions sociales et va provoquer. Son tableau annonce déjà une peinture plus moderne avec beaucoup moins de détails, de précision. Tout ce qui est hérité du classicisme va un petit peu être mis en cause avec une présence picturale très forte. Dans son sillage, plusieurs artistes vont se détacher de l'art académique et vont rejoindre Manet au quartier des Batignolles à Paris. Ils vont être soutenus par Émile Zola et par le marchand d'art Paul Durand-Ruel, qui va énormément jouer en leur faveur, même s'ils ont quand même pas mal de détracteurs. En 1874, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Camille Pissarro, Berthe Morisot, Alfred Sisley et Paul Cézanne fondent une société indépendante. Leur objectif, organiser des expositions libres, sans jury et sans récompense. Leur première exposition a donc lieu en 1874 dans l'ancien atelier du photographe Nadar, et c'est là que va naître le terme impressionnisme. Il est utilisé au départ de manière péjorative, assez moqueuse, par le critique d'art Louis Leroy face au tableau de Monet, Impression soleil levant. Dans ce tableau, Monet représente le port du Havre au lever du soleil. La scène semble floue, presque brumeuse, et les formes sont peu définies. Les éléments se devinent puisqu'ils ne se distinguent et c'est complètement volontaire. Monet utilise des touches rapides, visibles, pour capturer un instant fugace. Il ne peint pas la réalité exacte, il peint ce qu'il ressent. Et c'est ça l'impressionnisme, peindre la lumière, capturer l'instant et exprimer des émotions. Maintenant qu'on a vu ce que l'impressionnisme n'était pas, la question c'est qu'est-ce que c'est concrètement ? Puisque grâce au tube de peinture, l'explosion du réseau ferroviaire, les peintres vont enfin pouvoir sortir de leur atelier et ils vont peindre sur le vif en extérieur avec un processus beaucoup plus spontané, moins de croquis, moins de perspectives, moins de dessins. Et on ne cherche plus forcément une composition parfaite ni un dessin extrêmement détaillé. Le peintre est en partie libéré des règles académiques. Et surtout, les sujets vont changer. On abandonne les grandes scènes historiques. À la place, on va peindre des paysages, des gares, des usines, des cafés et des scènes de la vie quotidienne. C'est ce qu'on appelle des scènes de genre. Il n'y a plus qu'une seule réalité, mais des perceptions multiples. La photographie va jouer un rôle très important, notamment au niveau des cadrages des scènes. Ça se voit énormément chez Edgar Degas, puisqu'il utilise des angles parfois surprenants, avec des plongées, des cadrages coupés. Les personnages ne sont plus forcément centrés et on a vraiment l'impression de saisir un instant pris sur le vif. Et d'un autre côté, on a aussi un événement central, un sujet absolu chez les impressionnistes qui est l'eau. À l'époque classique, l'eau est généralement représentée comme une entité plane, unique, avec des couleurs souvent bleutées ou verdâtres. Ici, l'eau devient un sujet à part entière, parce que l'eau bouge, elle reflète et elle change constamment. Les reflets vont brouiller les contours, tout devient plus instable, plus vivant, et ça oblige les peintres à travailler très vite puisque la lumière change en permanence. Les impressionnistes vont considérer que l'eau n'a pas de couleur propre et qu'elle est simplement le résultat de reflets de son environnement, et pour représenter ce mouvement, ils inventent une nouvelle gestuelle qu'on va appeler la virgule. De petites touches rapides, horizontales, qui imitent les vibrations de la surface. Et c'est la technique généralement qu'on voit tous dans nos têtes quand on parle d'impressionnisme. Vraiment, ces touches assez uniques. On va avoir une autre rupture unique qui est la disparition des ombres noires.
Désormais, les peintres vont utiliser des ombres colorées. Dans les scènes de neige, par exemple, les ombres peuvent être bleues, violettes ou rosées, et ils vont distinguer alors la teinte qui est la couleur elle-même et le ton qui est sa luminosité. Ce changement de technique va les pousser à utiliser des couleurs beaucoup plus vives, de jouer avec les contrastes et les couleurs complémentaires. Et pour ce faire, ils vont utiliser les travaux scientifiques sur la perception des couleurs du chimiste Michel-Eugène Chevreul et la théorie du divisionnisme des couleurs, qui consiste à appliquer des touches de couleurs pures côte à côte sans les mélanger, et c'est à l'œil du spectateur de recomposer l'image. Par exemple, quand on a du jaune et du rouge à côté, ça va faire du orange. Et il faut toujours prendre un peu de recul, et c'est pour ça que les tableaux des impressionnistes ne s'observent surtout pas de près. C'est vraiment le tout qui va faire la scène. Et quand on prend un peu de recul, on peut voir que ces scènes ne sont pas spécialement uniquement techniques, mais aussi on a pas mal une représentation de la réalité sociale et culturelle. Les peintres à l'époque peignent beaucoup au bord de Seine, représentent les canotiers, les terrasses, et on voit apparaître pas mal de sujets comme les cafés-concerts, les bals populaires, les scènes de foule. Et cette foule aussi devient un sujet à part, et elle possède des variations infinies. Les vêtements, les lumières, les reflets et les mouvements vont vraiment inspirer les peintres et vont se retrouver sur beaucoup de tableaux. Sur ces scènes, chaque personne n'est pas forcément importante individuellement, mais c'est vraiment l'ensemble qui compte. À l'époque, ces œuvres sont souvent critiquées, jugées comme inachevées, alors qu'en réalité, elles cherchent seulement à capturer un moment éphémère, ce que beaucoup ne comprennent pas. En parallèle, un autre regard émerge, c'est celui des femmes impressionnistes. Puisqu'à l'époque, elles ont beaucoup moins accès aux lieux publics, on voit apparaître des artistes comme Berthe Morisot ou Marie Cassatt qui vont s'intéresser à l'univers intime, et elles peignent donc des intérieurs, des scènes familiales et des moments du quotidien. Et d'ailleurs, on peut voir mon sosie sur ce tableau, ce qui est assez effrayant d'ailleurs. Elles vont montrer que la vie ordinaire a une valeur artistique, un enfant qui joue, une femme qui lit, un moment en famille dans le jardin, tout ça devient digne d'être peint. Puisque la lumière va changer dans la pièce fermée, les rayons qui filtrent à travers les rideaux, qui se reflètent sur les objets selon l'heure de la journée est forcément différent. Et cette obsession pour la lumière, pour les reflets changeants, on va la retrouver chez Claude Monet, puisque Monet va souvent peindre le même sujet plusieurs fois, notamment ses séries Les Meules, les cathédrales de Rouen et les Nymphéas. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas le sujet en lui-même, c'est vraiment la lumière, puisque pour lui, elle transforme tout. En effet, une cathédrale ne sera jamais pareille le matin ou le soir. Et ce qu'il veut montrer, c'est qu'il n'y a jamais qu'une réalité fixe, que tout change, que chaque rayon de lumière transforme le monde. On a quitté les grandes scènes et on va continuer de se rapprocher sur la simplicité, puisqu'un compotier, un bouquet de fleurs, des fruits posés sur la table vont aussi être un super sujet pour les peintres. La nature morte. La nature morte, c'est vraiment l'art le moins noble de la peinture classique. Il est considéré comme très mineur. Mais pour les artistes, ils vont beaucoup s'y intéresser, surtout au niveau de la technique. Et on va avoir des artistes comme Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir ou Paul Cézanne qui vont s'en servir pour étudier la lumière, les couleurs et les textures. Un simple bol de pommes devient un sujet complexe. Les ombres ne sont plus noires, elles sont colorées, les touches sont visibles, et la matière elle-même devient importante. Chez Cézanne, ça va encore plus loin. Il ne cherche pas seulement à la représenter, il veut construire le réel. Il utilise pour ça des formes assez simples, les sphères, les cylindres et les cônes, et c'est la couleur qui va lui servir à créer du volume. L'impressionnisme en récapitulatif, c'est la présence de touches rapides et visibles. Les peintres utilisent des coups de pinceau courts, souvent non mélangés, pour capter une impression plutôt qu'un détail précis. On a un travail sur la lumière assez important, puisque la lumière devient leur sujet principal. Les variations lumineuses sont rendues avec des couleurs changeantes plutôt qu'avec du noir et du gris. On a vraiment aussi le plein-airisme, donc ça, c'est le fait de peindre en plein air, tout simplement, pour capter l'atmosphère et les reflets de la lumière. L'utilisation du coup de couleurs vives, souvent posées côte à côte sans mélange préalable pour créer des vibrations visuelles, et aussi une absence de contours nets, puisque les formes sont plutôt suggérées plutôt que dessinées. Au niveau des valeurs, pour eux, ce qui est important, c'est vraiment de capturer l'instant,
de représenter une impression fugace, un moment qui passe, une ambiance, une atmosphère. La subjectivité des tableaux est aussi inhérente à l'impressionnisme, puisque l'artiste ne cherche pas une reproduction fidèle, mais vraiment une perception personnelle du réel. On a aussi la représentation de la modernité, mais aussi de la vie quotidienne. Les sujets sont souvent simples, avec les paysages, des scènes intimes, des natures mortes. Et le plus important, c'est surtout cette liberté artistique, ce rejet des règles académiques strictes, donc la proportion, le dessin, le détail, les lignes claires, la composition du tableau. Avec le rejet des règles académiques strictes, notamment tout ce qui est thème historique, les finitions parfaites, on accorde beaucoup plus d'importance à la sensation, et ce qui compte, c'est vraiment pas sa précision objective, mais vraiment l'intimité qu'on a avec ce moment. Après tout ça, beaucoup d'années ont passé, il y a eu beaucoup d'expérimentations. Le groupe va commencer à se disperser, les artistes suivent un autre chemin. 1886 va donc être considéré comme la fin de l'impressionnisme, on va dire. C'est leur dernière exposition, et avec cette dernière exposition, de nouveaux artistes arrivent sur la scène. On a Georges Seurat, Paul Signac, Vincent van Gogh, Paul Gauguin et Henri Toulouse-Lautrec qui vont prolonger cette révolution, mais chacun à leur manière. Avec Seurat et Signac, on parle de néo-impressionnisme ou de divisionnisme. Ils ont une approche beaucoup plus scientifique, avec des points de couleur et une construction très rigoureuse. On a d'un autre côté des artistes comme Van Gogh ou Gauguin, avec une peinture beaucoup plus expressive. La couleur devient alors un langage, une émotion. Chez Van Gogh, les coups de pinceau sont visibles, épais, presque violents. Les couleurs sont intenses, parfois irréalistes, et tout est là pour transmettre une émotion. Chez Paul Gauguin, les formes sont simplifiées, les couleurs sont posées en aplat, la peinture devient beaucoup plus symbolique. Et avec Henri de Toulouse-Lautrec, on entre dans le monde du spectacle, des affiches, des cabarets, avec un style direct, rapide et très graphique. On a beaucoup d'utilisation de lignes pour montrer le mouvement et le dynamisme. Mais au final, tous ces artistes ont un point commun, ils s'éloignent de la simple imitation du réel. Et bien on arrive à la fin, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses, surtout c'est le plus important. Moi c'est ma première vidéo, c'est pas forcément top, je ne pense pas que ma diction soit exceptionnelle, mais voilà,